Bon, alors, Monsieur Andéi, je vous laisse la parole. Voilà, bonjour à tous, et désolé pour l'aspect technique. Voilà, vous m'entendez? Véronique, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ah, voilà. Alors, je vais essayer d'être concis. Avant de répondre aux 5 questions, nous avons un fils autiste qui a 34 ans. Donc, j'ai un parcours d'expérience de 32 ans. Donc, avec mon épouse, on a vécu beaucoup d'étapes. Je vais essayer de présenter notre fils Alexandre assez rapidement et aussi assez rapidement de vous dire son parcours. Donc, on est parti sur un retard de langage, donc à l'âge de 2 ans et demi. Il est allé en petite maternelle, moyenne maternelle, CP. Et après le CP, on a décroché complètement et on s'est bien mis dans la tête que dans l'éducation nationale, c'était terminé. C'était pas possible. Donc, on a eu des séances de psychothérapie jusqu'à l'âge de 8 ans, donc de 2 ans et demi à 8 ans. Et le diagnostic, à l'époque, puisque 30 ans derrière nous, a été fait à l'âge de 8 ans. Donc, Alexandre, on nous a dit c'est un autiste à l'âge de 8 ans. Pour avoir ce diagnostic, on a fait tout ce que l'on pouvait faire à l'hôpital, la génétique, la pédopsychiatre, la psychologue, on l'a vu pendant une dizaine d'années. Donc, Alexandre est autiste. Donc, Alexandre, diagnostiqué à 8 ans, au départ, il avait des troubles de langage, avec le regard fuyant, et puis, la vue triste, etc., etc. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que derrière à l'école maternelle, on s'est retrouvé en CLIS. Je ne sais même plus si aujourd'hui ça existe, les CLIS. Donc, il a fait 3 ans en CLIS, dans une école ordinaire avec une classe spécialisée. Et ensuite, il est allé dans un collège où, à l'époque, existaient les UPI. Aujourd'hui, ça n'existe plus, les UPI, ça s'appelle je ne sais plus, ça a un autre nom. Toujours dans un collège avec une section spécialisée. Sorti de là, à 16 ans, vous n'avez absolument plus rien. C'est-à-dire, soit vous le gardez chez vous, soit vous essayez de trouver une place dans un établissement médico-éducatif. La décision, elle est douloureuse tout le temps. Mais il y a des décisions à prendre. Nous, notre décision, ça a été l'établissement pas médico-éducatif, médico-social à 16 ans. Donc à 16 ans, il est rentré en IEPRO jusqu'à l'âge de 20 ans. À 20 ans, vous vous retrouvez en amendement Creton, on cherche une place, et Alexandre, depuis 2011, est dans un foyer de vie. Donc, c'est posé à nous cette question très douloureuse. Est-ce qu'on continue l'éducation à la maison? Est-ce qu'on essaie de l'intégrer dans la société avec les moyens que nous avions? Ou est-ce qu'on va faire appel à un établissement spécialisé? Ça, pour moi, en ayant 30 ans d'expérience, je peux vous dire que c'est la première des questions. Établissement spécialisé, ou bien vous allez essayer de tout faire tout seul. Tout faire tout seul, c'est très, très, très compliqué. Nous, on a essayé. Chaque autiste a ses besoins, a son profil. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est pas évident. Nous, Alexandre, il est verbal, mais finalement, il n'est pas verbal. Mais pour les spécialistes, il est verbal parce que, il comprend tout, vous lui parlez, il comprend tout, mais lui, dans la communication, il ne va pas vous sortir une phrase avec le sujet, le verbe, le complément et la suite. Et moi, j'ai une chose à vous dire, un autiste, et je vais parler de mon fils, il ne peut pas penser que vous êtes capable de penser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Encore une fois, chaque profil est particulier, mais l'autisme, c'est
la définition, mais les définitions, on s'en fout un petit peu parce que multifactoriel, là je lis avec ou sans trouble associé, verbal ou non, TSA, TED. Votre gamin, au fil des années, vous apprenez à le connaître. Et le plus important pour moi, c'est de dire, le plus important, c'est de communiquer auprès des familles et de dire, il faut connaître les besoins de votre enfant. Qu'il ait 3 ans, qu'il ait 6 ans, qu'il ait 15 ans, il faut connaître les besoins de votre enfant. Et à partir de là, essayez de trouver des outils ou des réponses à ces besoins. Alexandre, il a 34 ans, il a un frère de 35 ans qui est infographiste 3D, il a une sœur de 31 ans qui travaille dans un cabinet d'architecte, on a fait la génétique, Alexandre, il est autiste, c'est comme ça. Pour répondre à la première des questions, pour définir l'autisme, moi je dirais, en dehors des définitions qu'on trouve sur Google ou que les spécialistes vont vous dire, pour moi, c'est 3 choses. Trois types de troubles que vous connaissez. La communication, le comportement, la socialisation. La communication, s'il n'est pas verbal, il va falloir que vous trouviez des solutions. Des pictos, je ne sais pas, un accompagnement psychologique, l'orthophonie, etc., etc. Le comportement, c'est ce que l'on appelle de l'agitation autistique. Et donc, il faut bien faire comprendre dans notre société aux gens ce que c'est que l'agitation autistique. C'est-à-dire que quand Alexandre il avait, mettons, 12 ans, à la caisse d'un supermarché, il se jetait par terre. Ça s'appelle une agitation autistique. Autour de vous, personne ne comprend. Même une personne m'a dit, ah, mais votre fils, il fait un caprice. Donc, ce que la personne vous dit, vous vous en foutez. Le regard des autres, vous vous en foutez. Votre fils, enfin moi, mon fils, je l'ai mis à toutes les sauces. Et je suis très, très, très déterminé. À toutes les sauces. Si ça ne vous plaît pas, vous partez. D'accord? Moi, mon fils, il passe à la caisse, il va s'acheter un truc. Voilà. Donc ça, c'est très important. Le regard des autres. Mon épouse et moi, on a fait 10 ans de psychothérapie. Moi, j'ai vu un psychiatre pendant 10 ans. Au départ, 3 fois par semaine, après 2 fois par semaine, après 1 fois par mois. Parce que à chaque fois, vous rentrez parfois chez vous le soir, contrarié, parce que la société ne vous fait pas de cadeaux. Donc, ceci dit, comment inclure au mieux les personnes autistes dans la société? C'est ce que je viens de vous dire. Il est inadmissible de demander à une personne handicapée de s'adapter à la société. C'est à la société de s'adapter aux handicapés. Donc ça veut dire dans les établissements. La formation, ça veut dire des sensibilisations au niveau national. L'autisme, il y a 30 ans, on n'en parlait quasiment pas. Aujourd'hui, on en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, il y avait un cas sur 1500. Aujourd'hui, vous avez à la naissance 1 sur 150. Donc, ça devient un problème de santé publique. Et au Parlement, souvent, il y a eu des projets. Le projet autiste, je crois qu'on en est au 4e ou au 5e. Est-ce que dans les faits, ça a apporté quelque chose? Moi, je mets un doute. J'ai mis un doute. Un jour, la secrétaire d'État chargée du handicap à l'Assemblée nationale a obtenu au plan national 15 millions d'euros. C'est un pipi de moustique dans les besoins dont nous avons, dans les besoins français. Je voulais vous, en 2-3 phrases, les besoins d'Alexandre. Les besoins d'Alexandre, c'est un sportif et il a fait des milliers de dessins. Il a fait des volumes. Donc on parle de l'art, mais il a fait des maquettes.
une rame de 500 pages, une rame de papier d'imprimante à 500 pages, à une certaine époque, on lui donnait, et même il les a entassés, hein, et il faisait des maquettes, il faisait des bateaux, il faisait un tas de trucs. Donc, il faut connaître les besoins de votre fils. Si votre fils, il fait des maquettes, votre fils, moi j'ai un fils, donc si votre enfant fait du dessin, allez dans le monde ordinaire et dites, mon fils, mon enfant, il sait faire de la peinture, il sait faire des maquettes, prenez-le, à condition que moi je sois présent tout le temps. Et moi, ma femme moins, parce qu'au départ c'était bien compliqué d'oser faire ce que moi j'ai fait, je suis allé dans les clubs ordinaires et Alexandre, il a fait du pentathlon moderne, de l'escrime. J'ai rencontré un maître d'armes et j'ai dit voilà, je reste, on va au vestiaire parce que la communication, ça ne fonctionnait pas. Donc, il a pu faire du sport. Et donc, par le sport, il s'est éclaté, il s'éclate toujours. Le dessin, c'est la même chose. On est allé chez un artiste peintre qui a accepté Alexandre. Moi, je buvais le café pas très loin, et puis il s'est exprimé comme ça. Parce que je crois que quand on a défini les besoins de son enfant, il faut absolument lui apporter ces outils-là. C'est pas toujours simple, hein. C'est pas toujours simple. Moi, c'était le sport, et c'était les dessins, et les Marvel, et etc., etc., etc. C'est peut-être pour ça que son frère est infographiste 3D et sa sœur est dans un cabinet d'architecte et fait des plans. Donc, je vous ai dit, il faut s'adapter aux handicapés. La première décision, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour les parents de décider si à un moment donné, sur le parcours, on n'y arrive plus et s'il faut le mettre en établissement. Ça, c'est la première des questions. Ça se posera. Donc, c'est très douloureux, mais ça va se poser. La deuxième question qui est très douloureuse, c'est est-ce qu'on va arriver à l'intégrer à la société? En fonction des besoins, pas en fonction de ses besoins, en fonction du profil, ça sera possible ou ça ne sera pas possible. Le jour où tout est réuni, parce que vous avez des enfants plus jeunes, moi il a 34 ans, donc à un moment donné, il y a des décisions à prendre. Et la décision à prendre, c'est quand il arrive à 18 ans, est-ce qu'il peut tout faire dans la vie? Oui ou non? Si c'est non, c'est en courant, on monte le dossier de tutelle. À la majorité, c'est impératif. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, la tutelle à la majorité, quand on répond à la question, est-ce qu'il peut tout faire ou est-ce qu'il ne peut pas tout faire? Si la réponse est non, c'est tutelle. Curatelle, si vous voulez. Mais ça, c'est très, très, très important. Comment inclure au mieux les personnes autistes dans la société? En fonction du profil de mon fils, l'accompagner 24 heures sur 24. Soit c'est vous qui l'accompagnez, soit c'est une tierce personne. Mon fils, il fait du sport, je l'accompagne. À un moment donné, il n'est pas en charge par une association qui n'a que des personnes handicapées mentales légères ou un peu moins légères, mais ce sont tous des sportifs. Donc, vous faites confiance à cette association-là. Mais vous l'amenez. Il ne va pas prendre le bus tout seul. S'il peut, c'est parfait. S'il ne peut pas, moi, pour le sport, des milliers de kilomètres j'ai fait pour accompagner mon fils. Faire 3 jours à Toulouse, je fais Aix-en-Provence à Toulouse. Il faut aller à Paris, on va à Paris. Ça, enfin, j'allais dire quelque chose qui est douloureux, mais c'est la réalité. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Moi, j'ai un fils qui a 34 ans, qui est en foyer de vie.
Je le récupère le vendredi à 16 h, je le remets à son foyer le lundi matin à 10-11 h. Donc, je n'ai, mon épouse et moi, aucun week-end sans lui. On s'adapte. Malheureusement, on s'adapte. La société ne va pas vous apporter des solutions, sauf si vous avez beaucoup d'argent et que vous faites garder votre gamin le week-end ou que vous lui payez des vacances ou des week-ends. Voilà. On y arrive, nous, à lui payer des week-ends de temps en temps avec une très, très, très grosse association qui s'appelle Défisport, qui est à Marseille, qui organise des week-ends et des séjours d'une semaine, Alexandre. Pour terminer là-dessus, mon épouse n'était pas très chaude, mais dès qu'il a été diagnostiqué officiellement autiste à 8 ans, je l'ai mis à toutes les sauces. Je l'ai accompagné de partout. On va à la station de ski, on va au restaurant, il pique une crise, il s'en va, il n'y a pas de problème. Je donne la carte bleue, on paie les repas, on s'en va. Il ne faut pas avoir honte de ça. Le regard des autres, on s'en fout. Regardez le bien de votre enfant. Une toute petite parenthèse, la fratrie. 35, 34, 31. À partir de l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, c'est compliqué. Les vacances avec le fils aîné de 15 ans, Alexandre 14 et la sœur de 12, c'est très compliqué. On fait au mieux. On fait au mieux. Si on ne peut pas partir les 5 en famille, on ne part pas les 5 en famille. C'est comme ça, voilà. Je vais essayer de ne pas être beaucoup plus long, mais une ou deux choses à vous dire. Quel est ou pourrait être l'apport des pratiques artistiques et spécialement la musique dans leur vie quotidienne? Alors moi, Alexandre, en dehors du sport et de ses dessins, la musique, on n'avait jamais trop essayé. Mais connaissant notre fils, comme je vous ai dit que j'avais essayé de le mettre, enfin j'ai essayé de le mettre à toutes les sauces. Si on prend le sport, Alexandre, il a fait quasiment, enfin pas tous les sports, mais beaucoup de sports. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là? Pas de musique. Oui, je voulais vous dire que Alexandre, on lui propose quelque chose, une activité sportive, une réunion, un concert, un cinéma. Si l'activité proposée n'a pas de sens pour lui, 3 minutes après, il est dehors. Mais le sens pour lui, ce n'est pas le sens pour vous. C'est comme quand vous faites un cadeau. Vous ne faites pas plaisir, vous allez faire plaisir à celui à qui vous allez donner le cadeau. Donc, il fallait trouver quelque chose qui avait du sens. Et comme j'ai dit à Véronique ou à Elena, vous l'avez capté. Ça veut dire qu'un autiste, je vais parler du mien, pour les autres, je ne sais pas, quand on lui propose quelque chose, il faut prendre le temps en amont de lui expliquer qu'on va l'amener pour essayer de faire du piano. Si déjà il ne se retrouve pas dans une agitation, donc vous pouvez essayer, et puis on essaie, ça fonctionne, et ça fonctionne pourquoi? Parce que Véronique et Elena et les autres, vous avez pris le temps de comprendre par la méthode Dolce et par votre volonté de comprendre le jeune, de ne pas voilà, de pas l'attaquer frontalement et d'essayer doucement de l'amener à jouer du piano ou à faire de la danse. Et Elena et Yana arrivent à faire un atelier avec à la fois de la musique, de la danse en groupe. Qu'est-ce que ça apporte? Quel est ou pourrait être l'apport des pratiques artistiques
et spécialement la musique dans leur vie quotidienne. On a parlé tout à l'heure de l'apaisement, mais moi je parle déjà du sens. Ça a un sens. Donc il y a l'apaisement, et Elena m'a montré, avant le cours, elle a fait respirer Alexandre. On pourrait en parler, Elena, après. Hein. Elle a fait respirer Alexandre. Les vibrations, on m'a expliqué ça récemment, les vibrations quand on chante, donc à la fois on peut jouer du piano en chantant, et avant on fait des exercices de respiration. Tout ça c'est en amont, mais tout ça c'est fantastique, et ça n'est pas fait par tout le monde. Les gens ordinaires, il faut qu'ils s'investissent, il faut qu'ils se forment. Encore une fois, c'est à eux, les gens ordinaires, de s'adapter parce qu'ils ont un profil différent d'un autre élève de piano ou d'un danseur. La respiration, et en chantant, moi, Alexandre, ce que j'ai trouvé, Elena ou Véronique, vous l'avez vu, comme c'est un autisme verbal, mais très peu verbal, il arrive à chanter, à regarder la note, à jouer, et qu'est-ce qui se passe là? Il s'entend parler. Il s'entend parler. C'est fabuleux. Donc ça, c'est un point. Enfin, il s'entend, il s'écoute, quoi. Il entend, mais et ça, dans l'aspect psychologique, enfin, si on est sur le plan du langage, bien évidemment que c'est quelque chose qui est important, parce que les quelques mots de la chanson, ben, il les entend. Et donc, comme il est intelligent, ben, il se passe quelque chose et il va progresser au rythme de l'escargot, mais il progresse. Autre chose, ensuite, quand il y a un spectacle, il y a la reconnaissance, des spectateurs, vis-à-vis des spectateurs. L'autiste, moi, Alexandre, il sait très bien, ça a créé un repère à son cours de piano, mais après, il sait, il a compris, il va faire son spectacle, et là, c'est une reconnaissance. Et il ne faut pas oublier, pour en revenir au premier point, là, la communication. L'autiste, il va être confronté à la gestion de ses émotions. Et la gestion des émotions, c'est très compliqué. Les émotions, quand elles sortent comme ça, là, quand ça remonte, parce qu'il chante, parce qu'il va jouer, il va apprendre à maîtriser ses émotions. Et parfois, et moi je ne vais pas donner de conclusion hâtive, mais par le piano, par l'art, la thérapie, peut-être qu'on va progresser plus vite que 10 ans avec une psy. Ça n'engage que moi. Mais j'y suis allé chez la psy. Pas moi, mais mon fils il est allé chez la psychologue. Donc il a fait beaucoup. Il a progressé. Mais l'art, la musique, le chant, la danse, vont peut-être débloquer, vont peut-être permettre de maîtriser ces émotions et d'éviter ces agitations autistiques. Ça, c'est un point qui, pour moi, est très, très, très important. Quatrième question, quel est l'enseignement idéal pour eux? Selon le profil, c'est bien d'aller faire le cours de piano là où il vit. Parce que moi, Alexandre, au début, quand il fallait aller chez le dentiste ou quand il fallait aller chez la psy, oui, je regarde mon agenda. Alors moi, je suis psy, hein, je vais recevoir un autiste, je regarde mon agenda, je suis libre vendredi à 16h15. L'autiste, il ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça, parce que peut-être que vendredi à 16h15, il n'a pas envie d'y aller, ça le perturbe dans ses repères, donc ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je me suis battu à l'hôpital. Hein. Je me suis battu à l'hôpital. À l'hôpital, quand on arrive avec un autiste ou quand on arrive dans une salle d'attente, c'est tout de suite, immédiatement, il n'attend pas. Il ne comprend pas ce que ça veut dire que d'attendre.
Je vous donne des pistes, hein. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça, donc je me suis bagarré avec des médecins et avec les hôpitaux pour faire comprendre que, voilà. Et donc, le jour où votre enfant a 18 ans, que vous êtes tuteur, alors il y a quelque chose, alors moi je veux froisser personne, hein. L'autisme, c'est pas une maladie. Mais l'autisme, ça ne se soignera pas. Donc il faut trouver des outils. Et quand on arrive à la majorité, c'est une bascule, quoi. Et moi, je pense, par expérience, que la tutelle, il faut la demander. Et la carte de CMI, mobilité inclusion, c'est l'ancienne carte d'handicapé. Il faut la demander. Il faut surtout, surtout à la NDPH, dans le dossier, écrire en gros avec accompagnement. Et quand vous avez cette carte avec accompagnement, que vous pointez dans un hôpital, mais vous passez devant tout le monde. Parce que vous ne faites pas attendre votre enfant qui va piquer une crise à un moment. Et c'est valable au cinéma, c'est valable dans un concert, c'est valable pour tout lieu qui reçoit du public. Vous rentrez dans un magasin à Cultura acheter un DVD, vous présentez la carte, vous passez devant tout le monde. Et vous faites comprendre à votre fils qu'il est différent et qu'il n'est pas patient. Bon, vous arrangez avec lui pour présenter ça d'une façon positive. Mais ça, c'est très important. Quel est l'enseignement idéal pour eux? Donc, je vous l'ai dit, sur le lieu où il vit, si c'est faisable. Et surtout, lui en parler en amont, quoi. Pourquoi on parle en amont? C'est justement pour créer un repère. J'ai un fils qui est en internat dans un foyer de vie, donc c'est un établissement médico-social. La semaine, c'est 7 jours. Pour Alexandre, c'est foyer 4. Qu'est-ce que ça veut dire, foyer 4? Il dort lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est foyer 4. Et ensuite, on le récupère le vendredi après-midi. C'est week-end 2. Samedi, dimanche. Mais 4 plus 6, 4 plus 2, ça fait 6. La semaine, c'est 7. Ça fait 10 ans, on n'y arrive pas. Foyer 4, week-end 2. Et si jamais on lui pose un jour de congé le lundi, on lui dit week-end 3. 4 plus 3, ça fait 7, mais sur 8 jours. Ça, c'est une anecdote. Mais on crée, sur le piano, on crée un repère. Et c'est très important, le repère, et il faut s'y tenir. Juste une parenthèse. En fonction du profil d'Alexandre, il a un tableau avec des pictogrammes. Hein, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et les pictogrammes, samedi, dimanche, on met un logo maison. Et lundi, il a ses activités dans son foyer. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans un foyer de vie, il y a 35 jours de congé annuel. Plus les week-ends. Si vous prenez nous prenons Alexandre le week-end, avec 3 autres mamans, on a déboulé au conseil départemental, on a déboulé à la MDPH, et on est arrivé à ce que l'établissement ne perde pas d'argent, c'est-à-dire que quand Alexandre il est chez moi le samedi et le dimanche, l'établissement perçoit 172 € le samedi, 172 € le dimanche. Moi, je m'en fous, mais ce qui permet d'avoir Alexandre chez nous le week-end, tant qu'on peut le prendre le week-end. Quand on sera un peu plus vieux, qu'on ne pourra pas le faire, on s'adaptera. Cinquièmement, comment comprendre, créer une communication efficace. Pour créer une communication efficace, il faut connaître le profil de votre enfant, connaître absolument tous ses besoins
Ça, c'est la première des choses. Et comment créer une communication efficace? Ben, tous ceux qui vont l'aborder, ben, il faut qu'ils aillent faire une formation autisme, hein. Dans un établissement, un éducateur spécialisé, qui n'est pas un éducateur spécialisé parce qu'il y en a un sur 24, les 23 autres sont des moniteurs éducateurs. Dans leur formation 2 ans à Lumini à Marseille, ils parlent de l'autisme 30 minutes. Ils arrivent dans l'établissement et moi j'ai entendu ah ben vous savez, monsieur Andéhy, votre fils, je crois bien qu'il est autiste. Merci. Merci. Donc la formation, et donc il faut lutter, aller voir les chefs de service, faites la formation. Et on vous répond, la formation, c'est 800 € la semaine, donc c'est un budget. Voilà. Donc ceci dit, tous ceux qui l'entourent, il faut qu'ils soient au fait de l'autisme. Si votre enfant il a 6 ans, 9 ans et qu'il est, dans l'éducation nationale, j'ai un grand doute sur la formation des maîtres, hein, des maîtresses. J'ai un grand doute. Pour terminer, comment comprendre et créer une communication efficace? Ben, je vous répète, il y a toujours la même personne qui l'accompagne, hein. Absolument toujours la même personne qui l'accompagne. Parce que la personne qui accompagne un autiste va mettre à la louche 6 mois pour le comprendre. Par l'observation, pas par la communication, par l'observation. Ça pose problème quand même, hein, parce que trouver des personnes qui l'accompagnent, vous, les parents, il n'y a aucun souci, mais dès qu'on le met dans un club, dès qu'on le met à l'extérieur, les vacances ou dans un établissement médico-éducatif pour les petits, et social pour les plus grands, il faut se bagarrer, hein. Et pour terminer, prendre le temps en amont de parler de l'activité avant d'y aller. Si vous proposez quelque chose à votre enfant, il faut vraiment pas le conditionner, j'aime pas ce terme, mais il faut en parler. Il faut en parler et puis lui faire le plus de propositions possible. Ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Moi, je voudrais remercier Véronique et Elena et Anna parce que je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Et quand je vois, moi, dans le foyer où j'y suis le lundi matin et le vendredi soir, il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a qui n'ont pas compris. Donc, il faut essayer. C'est en politique qu'on dit qu'il faut occuper le terrain. Donc, il faut occuper le terrain, il faut dénoncer, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Alors, vous ne me connaissez pas, mais dans ma vie, à un moment donné, je faisais partie de 12 associations sur l'autisme. Et là, avec le Covid, on est un peu, voilà, on est un peu en stand-by parce que, avec un psychiatre qui se fait Alexandre, et lui est président, je suis le trésorier de Fédération Autisme Vie Entière, qui est sur Aix-en-Provence, et on a reçu beaucoup de professionnels. Beaucoup de professionnels. Il y a tous les professionnels, et surtout les étudiantes qui sont en master. Je leur dis, la théorie, c'est bien. Moi, je vous invite. Vous passez le week-end avec moi et Alexandre. Et vous allez gagner un trimestre. Parce que la théorie, c'est bien, hein. Tout ce que j'ai entendu sur les outils, les outils, je soupire parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Mais toutes ne conviennent pas au profil de votre enfant autiste. Donc, est-ce qu'il faut essayer? Est-ce qu'il faut essayer toutes ces méthodes? Est-ce qu'il faut les essayer? Je ne sais pas. Parce que vous ne savez pas si ça va si ça va correspondre. Donc, alors, les Américains, ils ont dit ça, les Canadiens, ils disent ça, les Espagnols, ils disent ça, les Belges, ils disent ça. Vous, parents, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce Je que vous... m'excuse, monsieur Andéhy. Juste, je vous coupe 2 secondes la parole parce Oh, qu'il j'ai y fini. a J'ai une fini. maman qui est en train de partir et je voudrais Ah, juste partager le lien du Discord
Ah, Si vous voulez, vous... dites-moi, j'avais fini, hein, j'avais fini. Non, Après, non, 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 je suis bavard, moi. Je suis là pour répondre aux questions aussi, mais je suis non, bavard. non, c'est très bien. Alors, attendez, juste, je ne sais pas si... voilà. Est-ce que j'ai créé à tout le monde? Non, je crois pas. Elle a quitté déjà. Ah, elle a quitté. Bon, je lui enverrai Aïe, un autre. Ouais. je suis désolé. Je suis bavard, Non, je suis désolé, non, non. mais vous savez, De toute façon, oui, mon, par- mais ben, bien sûr, mon c'est un parcours, parcours. il a 32 ans, donc, et puis, et des Moi, j'aimerais professionnels. bien dire, Oui, lève la main. En fait, c'était pour rebondir sur plusieurs choses. Alors là, du coup, je vais enlever la casquette de maman et je vais mettre l'autre. Et du coup, ce qu'il y a d'intéressant, justement, vous avez évoqué les caractéristiques de l'autisme en parlant des 3 catégorisations, en fait. ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on parle, donc avec les recherches, avec l'avancée dans tout ça, on parle de DIAD, de la communication et des comportements restreints et répétitifs. Donc, c'est les 2 critères qui vont nous permettre, qui vont permettre en tout cas les professionnels d'aller orienter le diagnostic. Et en effet, dans la communication, l'enfant peut être verbal puisqu'il a des sons, en fait, il prononce des mots, mais ils ne sont pas utilisés de manière efficiente. Et c'est là, en fait, toute la complexité, puisqu'on se dit, bon, enfin, il m'entend, il parle, mais c'est pas cohérent, c'est pas dans le contexte. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, pour mettre des mots techniques, l'écholalie, où en fait, c'est des sons entendus, reproduits, mais hors contexte. Et ça, je m'en suis rendu compte, moi, avec mon petit. Bon, je fais le lien entre les deux, hein, maman et pro. Mais du coup, avec mon fils, parce que pendant un moment, il avait des phrases soutenues. Et puis, oh purée, il parle bien ce petit quand même. On était assez fiers de la construction de ses phrases. Et en fait, c'était du copier-coller de ce qu'il avait entendu quelque part. Parce qu'on s'en est rendu compte quand ben, c'était complètement hors contexte. Bon, la phrase est belle, mais là, elle n'a aucun sens ici maintenant. Et donc, c'est là où on a commencé du coup aussi à creuser du côté du TSA plus que le TDAH finalement à ce moment-là, puisque effectivement, il y avait énormément d'écholalie. Donc, la communication, c'est hyper important dans ce sens-là. Il y a les non-verbaux, les non-communicants. Et en fait, c'est vraiment ces nouveaux termes, on va dire, non-communicants, puisque même s'ils ont du vocabulaire, des mots, etc., ben, il n'y a pas d'interaction sociale derrière tout ça, puisque c'est hors contexte et c'est de l'écolalie. Et après, du coup, il y a les comportements, tout ce qui va être répétitif et ah mince, j'ai dit le mot tout à l'heure, le comportement restreint, où là, du coup, on va retrouver les comportements comme vous parliez de tout à l'heure à la caisse, où ça va être des crises à se couler au sol. Et Ouais. ben voilà, enfin, c'est des comportements inadaptés et qu'on va Je peux vous retrouver. dire, je peux vous dire 2 choses, enfin, rajouter 2 choses. J'ai eu un trou là. Parce que je voulais parler des médicaments. Mais Ah, est-ce que avant juste de, je peux finir avant, avant le médicament? avant de parler du médicament, je vous ai dit que moi, les définitions par les professionnels, par tout ce qu'on trouve sur Internet, ce qu'on voit à la télévision, etc., etc., etc. Moi, je m'en méfie beaucoup, dans le sens où chaque autiste est différent, donc il ne faut pas généraliser. D'accord. Par contre, la question, c'est euh, multifactoriel, virgule, avec ou sans troubles associés. Oui. Les troubles associés, qu'est-ce que c'est que les troubles associés? C'est intellectuel, neurologique, voilà, qu'est-ce que c'est que les troubles associés? Qu'est-ce que c'est que les troubles associés? C'est déficience mentale? C'est, vous voyez? Donc c'est facile de donner une définition. C'est multifactoriel, la génétique. Après, il est évident qu'on doit, enfin, les professionnels, les chercheurs se positionnent avec des terminologies parce qu'il faut bien aiguiller sur quelque chose. On Ouais. est tout à fait OK sur le fait que chaque autisme est différent puisqu'il va réagir différemment, les comportements et les symptômes sont différents, mais il y a quand même une base qui est unique, enfin une base qui est une base sur laquelle on... Comment? Oui, ça répond à certains symptômes et après, chaque symptôme va être Mais les troubles associés, sur la les, trou- personne.
les troubles associés, est-ce que c'est une Après, déficience? eh ben oui, parce qu'en fait, un autiste n'est pas obligatoirement déficient intellectuel. La Voilà. déficience intellectuelle, c'est un autre trouble qui, du coup, Eh oui. s'associe au TSA, comme le TDAH s'associe au TSA, comme les 10 s'associent, le HPI, etc. C'est tout. Et puis les troubles anxieux, après, il y a tous les troubles psychiatriques aussi derrière. Donc, du coup, c'est de ça dont on parle et c'est pour ça qu'on fait des diagnostics différentiels parce qu'on va aller éliminer tout ce qui pourrait être de l'ordre du psychiatrique d'abord et revenir ensuite sur un trouble neurodéveloppemental où là, on va prendre en compte le fonctionnement cognitif avec l'environnement, la part génétique, etc. Donc, c'est vraiment très large et c'est ça qui rend très complexe. Et pour rebondir aussi sur votre enfant a effectivement 35 ans. Et du coup, à l'époque où vous étiez complètement dans une errance, en fait, de Bien sûr, diagnostic. bien Et sûr. aujourd'hui, on a cet avantage avec nos jeunes enfants d'avoir déjà des professionnels plus avertis autour de tout ça. Et merci, heureusement. Donc, c'est vrai que vous avez vécu certainement des choses beaucoup plus complexes et bravo pour votre parcours. Mais voilà, la, la, l'idée aussi, c'est que la société aujourd'hui, là où par contre, moi, je ne vais pas être totalement d'accord, c'est le fait que tout le monde doit s'adapter à la personne en situation de handicap. Alors oui, on adapte, oui, on rend accessibles les choses, mais il faut aussi, et en fonction du niveau de la personne, de ses capacités à s'adapter, d'avoir des outils pour s'adapter. Parce que malheureusement, et là ça pourrait être un débat politique et sociétal, mais malheureusement, ils seront toujours confrontés à des personnes qui ne veulent pas entendre parler d'autisme ou de troubles neurodéveloppementaux pour qui ça n'existe pas et que c'est un effet de mode. Donc c'est dur à entendre, mais c'est vrai qu'il est important que l'enfant puisse avoir les outils pour rentrer dans ce monde-là. Accompagner, il faut les accompagner, bien sûr, mais il faut leur donner aussi de l'autonomie. Et ce qui va permettre cette inclusion-là. Nous, au centre aéré, l'idée, c'est de faire de l'inclusion. Donc, l'enfant, il est adapté, il est accueilli, pardon, avec toutes ses spécificités. Par contre, à un moment donné, bah, il y a une collectivité. Et dans la collectivité, il faut aussi qu'il s'intègre. Mon fils, et là, c'est assez dur cette posture, puisque je suis directrice du centre aéré, et du coup, mon fils en joue un peu. Mais quand il y a un regroupement, du coup, je ne suis pas sa référente au centre aéré. C'est d'ailleurs Mathis qui va gérer, puisque ça évite le lien maman et enfant à ce moment-là. Mais du coup, c'est voilà, une tierce personne qui arrive. Et en fait, il faut que Raphaël puisse aussi être là avec les autres à hauteur de ses capacités. Il y a des moments où c'est pas possible et il n'y a pas de souci. Mais par exemple, un exemple très concret, on fait une balade dans le village avec de la musique, parce que c'était carnaval, donc on met la musique. Moi, je chante comme une dingue au micro. Mon fils, sensibilité sensorielle, auditive, pardon, c'était pas possible pour lui. Puis il faut avouer que je chantais pas super bien, mais il était, voilà, il a dit, on éteint la musique, on met pas de musique. Non, je ne peux pas priver le groupe parce que toi, tu es en difficulté. Donc, toi, tu vas t'adapter aussi. Tu vas mettre le casque anti-bruit, tu vas rester au fond de la queue pour qu'on puisse tous profiter aussi de ce moment, puisque bah, là, on est dans la collectivité et que, bah, à un moment donné, faut avancer tous ensemble. Voilà. Si je peux me permettre, encore une fois, Oui, chaque autiste a ses besoins spécifiques, chaque autiste a ses troubles spécifiques, chaque autiste a son parcours spécifique. Moi, je reviens sur mon cas personnel avec mon épouse. À un moment donné, on n'a pas baissé les bras, non. loin de là. Mais on n'a pas baissé les bras. Mais on s'est vraiment rendu compte euh, que l'intégration dans la société serait impossible. C'est pour ça qu'on a entamé, nous, une psychothérapie chez un psychiatre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne parle que de nous, hein. À un moment donné, on s'est dit, mais pas on s'est dit, on a eu conscience, et c'est très douloureux. Ce que je vais dire, c'est très douloureux. Mais je l'ai déjà dit dans des associations et je vais vous le dire. On a pris conscience qu'il ne passerait pas le bac, qu'il n'aurait jamais son permis de conduire, qu'il ne se marierait jamais.
vous pleurez, vous allez voir votre psychiatre pendant un moment, vous culpabilisez, c'est très compliqué, mais comme je l'ai entendu tout à l'heure, il faut avancer. Oui. Encore une fois, je ne parle que de mon cas personnel, du cas d'Alexandre. À un moment donné, c'était acté. C'était acté. On ne pouvait pas aller plus loin. Ah oui, Et à oui. 16 ans, et je conclue là-dessus, à 16 ans, bon, là on parle de l'école, on parle des petits, l'école, l'école, l'école. L'éducation nationale, à 16 ans, n'a rien prévu. À 16 ans, vous avez votre enfant chez vous. Moi, j'aimerais Et juste. juste, je finis, à 16 ans, vous avez votre enfant chez vous, soit vous faites la scolarité à la maison, soit vous prenez conscience qu'après 16 ans, il n'y a plus rien, et qu'il va falloir trouver un établissement. Et là, alors là, vous vous mettez sur des listes d'attente. Et les listes d'attente, de 16 ans, on passe à 20, à 25, à 40, etc. Et je conclus, je fais la conclusion de la conclusion. Et encore une fois, c'est très douloureux ce que je dis, mais voilà, je pense qu'il faut le dire. On n'est pas immortel. Mm. On n'est pas immortel. Et moi, j'ai des cas que je connais, de familles qui se sont sacrifiées. La personne handicapée mentale, elle est arrivée à l'âge de 40 ans, toujours à la maison, chouchoutée par la famille, etc. Enfin, bref, à 40 ans, si vous perdez vos parents, la rupture, elle sera terrible. Pour la personne handicapée, la rupture, elle sera terrible. C'est à éviter à tout prix. Dans les établissements, on vous le garde jusqu'à la fin de leur vie. Donc, à un moment donné, quand vous avez quelqu'un qui est handicapé dans votre famille, votre enfant, vous l'avez, d'accord, il a 15 ans, il a 20 ans, il a 30 ans, vous l'avez toujours chez vous. Vous n'êtes pas immortel. Est-ce que c'est le frère ou la sœur qui va le récupérer? Le voisin, non, hein? La famille? Le tonton? Nous, on s'est posé cette question-là. Et moi, je suis très pragmatique. Très pragmatique. Voilà. Je m'excuse, je vais être obligée de vous couper parce que j'ai peur que le lien s'arrête à 13 heures et je Voilà, moi sais c'est bon, j'ai été bavard. Là, sur la fin de mon intervention, je vous ai donné un retour d'expérience et des décisions qu'on a dû prendre. bien sûr. Et tout à l'heure, au tout début, j'ai entendu le déni. Il ne faut pas en avoir, hein. Après, très rapidement, avant de conclure, c'est que il faut se dire aussi que les difficultés que vous avez rencontrées, vas-y. En fait, voilà, il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, il y a le niveau à quel point l'autisme va être lourd. C'est-à-dire qu'un autiste plus lourd Ah va oui. probablement avoir plus de mal à s'adapter au reste du monde et à citer. Et deuxièmement, votre enfant, il a 35 ans, je crois. Oui. Ça veut dire que 34, oui, 34. 34, c'est pareil, c'est son frère, 35. il est 16 ans en 2005 et qu'en fait, l'autisme est reconnu comme un handicap en France depuis 1995 et seulement, il est reconnu comme les lois sur le handicap en France datent de 2005. Ça veut dire que il faut quand même prendre en compte que c'est quelque chose qui est pris en compte depuis, qui est très très récent dans l'histoire de la France et du coup, il faut prendre en compte ça dans le. C'est-à-dire que vous, quand vous avez fait vos démarches, il n'y avait rien qui était mis en place parce que ça n'existait, c'était vraiment nouveau Comme prime, en comme, fait, ouais. ouais, Là où maintenant, en 2024, les professionnels sont beaucoup plus adaptés, les professeurs s'y connaissent quand même mieux qu'à l'époque globalement, donc il y a plus d'attention là-dessus. même si on fait encore preuve Oui. comment dire, de retard par rapport à d'autres pays, il y a quand même une prise en compte et une prise en charge. Après, c'est vrai que tout ce qui est société, etc., ben, ils ont mis en avant le plan autisme dont vous parliez tout à l'heure. Et effectivement, on est au 5e plan avec des millions donnés, mais on se demande où ils sont passés.
parce qu'en fait, dans les structures, il n'y a pas forcément plus de moyens pour les EduxP, pour les moniteurs éducateurs et tout ça, pour davantage être formés et améliorer ces pratiques, en fait. Et voilà, il y a encore un gros travail à faire. Petite parenthèse, je travaillais avec le docteur Habib sur Marseille, je ne sais pas si vous connaissez. Alors lui, il était plutôt dans le cadre du TDAH. Ouais. Et en fait, ça fait 21 ans que l'association existe à Marseille. Ils sont maintenant régionales, mais ils ont réussi à pousser les portes de l'éducation nationale l'année dernière. Et ils ont un module, un DU maintenant à la fac d'Aix sur les troubles neurodéveloppementaux. Ils essayent de rentrer chez les professeurs des écoles pour aller faire un module, puisque pareil que les EduxP, sur leur formation pour être enseignant, pour être professeur des écoles, ils ont une intervention en leur disant il existe le TSA, TDAH et 10. Et voilà, faites-en ce que vous voulez. Donc, il y a des choses qui sont faites de ce côté-là, mais c'est extrêmement difficile de rentrer au niveau de l'éducation nationale. En 30 secondes. C'est une bataille au quotidien, en tout cas. Ça. Attendez, excusez-moi, Oui, pardon. moi Non, mais vraiment. j'ai des choses Non, à mais dire. Parce qu'il y a parmi nous une enseignante, je ne sais pas si elle veut parler, parce qu'on dit beaucoup, les enseignants ne sont pas formés, mais c'est pas qu'ils, enfin, je pense que c'est important aussi c'est pas qu'ils ne veulent, enfin, Ah non, c'est pas qu'ils ne veulent pas. Oui, non, mais je sais, c'est ça, mais c'est aussi que du coup, dans la pensée, c'est presque, je pense qu'il faut vraiment aussi être attentif. C'est un système qui doit changer. Parce qu'il n'y a que des. Enfin, je pense qu'il y a une majorité de personnes de bonne volonté. Et j'ai juste aussi une toute petite remarque à faire par rapport à Dorena qui dit déni n'était peut-être pas le bon mot. Ben, moi, je pense que dans l'absolu, vous avez raison, monsieur Andéi, mais on est aussi, c'est comme la culpabilité. C'est très bien de dire il ne faut pas être coupable, ça sert à rien, c'est vrai. Moi, je ne suis pas parent d'enfants autistes. J'ai eu des grandes périodes de culpabilité vis-à-vis de mes enfants où on m'a dit il ne faut pas être. Oui, d'accord, je sais très bien qu'il ne faut pas. Et c'est très compliqué. Quand on a ce sentiment, tout comme le déni, c'est très compliqué. Et justement, je pense que c'est très important d'avoir des espaces où on peut s'ouvrir sur ce que l'on ressent sans limitation, parce que oui, on peut être dans le déni, on peut être dans la culpabilité, et il ne suffit pas de dire non, on n'y est pas pour que ça règle Ah non, de toute façon, il faut passer ces étapes-là, ça c'est certain. Voilà. On va culpabiliser, on va être dans le déni, il faut les passer psychologiquement pour après avancer, c'est certain. Exactement. Et comme il y a autant d'autisme que de personnes autistes, il y a autant d'individus et il y a des individus qui réussissent à dépasser la culpabilité, le déni avec une grande facilité. Il y en a d'autres avec beaucoup plus de difficultés. Et voilà, quoi. Là aussi, je crois que du coup, on est tous différents, quoi. Oui. Véronique, juste un mot. Je parlais, moi, de la psychothérapie pour les parents. Hein. Oui, moi, bien sûr. D'aller voir un psychiatre, ça m'a aidé, mais tout de suite. Hein. Bien sûr, bien sûr. Tout de suite. Après, ça a été ma démarche. Et je suis sorti de là, mais au bout moi, je vais dire de 3 séances, et pourtant, je l'ai vu 10 ans. Mais à la 3e séance, j'étais blindé. Hein. Je prenais Alexandre, j'allais de partout. Hein. Oui, mais voilà, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve votre parcours admirable. Non, non, mais je suis adapté. Oui, mais c'est parce que vous avez eu cette capacité. Il y a d'autres parents qui ne l'ont pas. C'est comme ne pas avoir honte, par exemple. Moi, j'avoue avoir eu des moments où mon fils a juste eu un eczéma géant. Hein, c'est pas grand-chose. Hein, et ben, pour être très honnête, quand les gens regardaient mon enfant et qu'ils poussaient un cri d'horreur, j'avais honte. Et voilà, parce que j'aurais préféré qu'on me dise « Oh, qu'il est beau !» Donc, vous voyez, c'est juste ça, mais son père le vivait avec beaucoup plus de facilité que moi. Donc, chacun est différent par rapport à ça.
Et oui, Cécile nous a échangé. Si tu veux parler, Cécile, tu es bienvenue, hein, qui est enseignante et qui, bien sûr qu'il y a un manque de formation. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que justement, vous êtes dans une situation, je pense, pour la plupart, d'une grande difficulté parce que vous êtes exposés et sans formation à devoir aussi gérer toute une classe. Et c'est une réalité finalement où tout le monde est en souffrance, quoi. Véronique, promis 15 secondes. Pardon. Non, je promets 15 secondes. La loi de 2005, alors moi je suis un juriste, la loi de 2005, je suis allé en CDAPH, à la MDPH des Bouches-du-Rhône, je leur ai expliqué les 5 PCH, ils n'étaient pas au courant. Autre chose, je les ai assignés devant le tribunal 3 fois, la MDPH des Bouches-du-Rhône, 3 fois devant les tribunaux, donc avec des copains avocats, etc. Donc pour faire avancer les choses, il ne faut pas hésiter, quand on a la possibilité de le faire. Et autre chose, si vous connaissez des politiques, n'hésitez pas. Et même le directeur de l'établissement, vous lui proposez de le prendre par la main et d'aller voir le responsable du handicap au niveau du département. Et ça avance un tout petit peu, même si ça avance pas beaucoup, mais ça avance un petit peu, surtout sur les budgets. On a parlé budget tout à l'heure. Madame Choisel, devant l'Assemblée nationale, elle a obtenu 16 millions. C'est un pipi de moustique, je vous l'ai dit, dans les besoins sur l'autisme. Parce que c'est bien beau de faire des plans, mais si on débloque 16 millions, c'est ridicule. 16 millions, c'est ridicule. Oui, C'est parce qu'en ridicule. plus, maintenant, dans la stratégie nationale pour l'autisme, ce n'est plus que pour l'autisme, mais pour tous les troubles neurodéveloppementaux, puisqu'il y a aussi tout ce qui est TDAH, les 10, etc. Donc oui, après, c'est vrai que la loi 2005 a donné quand même un coup de pouce. Ça ne veut pas dire que tout est OK grâce à cette loi-là, puisque j'ai été confrontée aussi à la MDPH, à des refus. J'ai eu la TDAH, mais pas la EH, puisqu'il n'est pas assez handicapé pour avoir l'aide financière. Bon, enfin bref. On attaque aussi et voilà, on fait ce qu'il faut. Mais encore faut-il avoir la force de le faire et la patience de le faire. Ça, c'est aussi des difficultés que rencontrent les parents. Donc là, je ramène on est là, l'association, pour vous aider. Euh, du coup, mais C'est bien, c'est bien. c'est vrai que c'est pas évident puisque que ce soit, enfin, tout professionnel qui sont un minimum sensibles et intéressés par la cause vont vouloir évidemment aller aider et faire ce qu'il faut. Malheureusement, encore une fois, les formations, ça a un coût et je sais, je suis aussi formatrice et que malheureusement, bah, il y a des charges à payer derrière aussi et que du coup, tout se mêle. Mais voilà, au plus on en parlera, de toute façon, au plus il y aura des événements comme ça et au mieux ça sera pour communiquer au plus large et avancer et aider ces enfants et ces jeunes adultes et surtout les adultes qu'on oublie. Puisque d'ailleurs, il y a beaucoup d'adultes diagnostiqués, que ce soit pour tout trouble neurodéveloppemental confondu, mais grâce au parcours de leur enfant. Et du coup, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'adultes qui finalement ont éprouvé beaucoup de difficultés dans leur vie et dans leur évolution parce qu'il y avait aussi tout ça derrière. Donc voilà, il y a un gros chamboulement derrière tout ça. Voilà. Ça y est. Ma, Oui, alors, il y a ma, quelqu'un. ma Oui, conclusion, bien vraiment, sûr. Véronique, Agnès, oui. On va plus arrêter de conclure. Véronique, je conclus. La communication de tout ce qui existe, de tous les outils, de tout ce que les parents peuvent faire sur l'autisme. La communication ne passe jamais. La communication ne passe pas. Et donc, c'est grâce aux parents, c'est grâce aux associations et c'est grâce malheureusement, du bouche à oreille qu'on va arriver à trouver des solutions. Moi, pendant 20-30 ans, j'ai été effaré et j'ai souvent dit à mon interlocuteur, la communication, c'est avec 2 M, ça s'écrit avec 2 M. Donc, si vous voulez, je vous la mets là, je vous l'écris. Vous ne communiquez pas. Ni le département, ni la MDPH, ni le ministère. Et il faut absolument communiquer. C'est une catastrophe. L'importance, effectivement, de multiplier les actions autour de ces questions. Te
Teumani, 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 Teumani.